Bonjour à tous, bienvenue à la conférence sur la responsabilité sociale des entreprises qui a lieu dans le cadre de la semaine de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Donc dans ce cadre-là, des événements ont lieu toute la semaine sur le campus d'Orléans et dans les différentes composantes. Je vais laisser chacun... déjà, je vais laisser Madame Barnier introduire ce qu'est la responsabilité sociale de l'entreprise, quels en sont les enjeux. Et ensuite, chacun des intervenants présentera les enjeux dans sa thématique en particulier, à savoir notamment santé au travail, égalité femmes-hommes, la question du handicap et la prise en compte de l'environnement dans la question de la RSE. Et puis on a 3 entreprises qui nous diront comment ça se passe concrètement dans le cadre de leurs entreprises. Madame Barnier, je vous laisse introduire. D'accord. Ok. Bon, je ne suis pas une spécialiste de la RSE. Moi, j'y suis venue en parlant des conditions de travail. La RSE, c'est effectivement comment dans l'entreprise, on peut à la fois conjuguer l'économique, normalement, le social, et l'écologique. Donc, c'est une préoccupation qui est ancienne, mais qu'on attribue plutôt quand même à une tradition anglo-saxonne que chez nous. Elle est réapparue, alors elle a pris des formes un peu différentes dans l'histoire, mais je ne vais pas m'y attarder trop longtemps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais elle est réapparue quand même dans les années 90. Et c'est vrai qu'on la voit arriver, il y a les expressions d'entreprise citoyenne, entreprise responsable qui fleurissent à ce moment-là, mais aussi parce qu'on a des grosses catastrophes qui se produisent. Je pense à Bhopal, en Inde, dont vous avez peut-être entendu parler, Tchernobyl en 86, et puis on a aussi des actions militantes et citoyennes. Je pense à certaines entreprises qui ont dû faire face à des boycotts, Nike notamment, dans les années 80, après un reportage qui avait dévoilé les conditions de travail des enfants dans les usines asiatiques, et qui avait fait scandale à l'époque. Donc finalement, alors il y a une prise de conscience, très certainement, des acteurs économiques. Il y a plein de réflexions autour du rôle de l'entreprise. Et je vais synthétiser un peu, parce que ce questionnement me paraît toujours aujourd'hui d'actualité. C'est finalement, est-ce que l'entreprise doit se consacrer à son activité principale, qui est faire du profit? Certains le pensent, ou est-ce qu'elle n'a pas des responsabilités justement en matière de citoyenneté, d'écologie? Bref, c'est quelle action elle a sur son environnement. On peut penser que l'entreprise doit être un acteur dans ces questions de citoyenneté, d'écologie et de développement durable. Et puis en même temps, il y a des détracteurs qui pensent que ça peut être aussi vertigineux de penser que l'entreprise dicte des règles ou dicte des normes, alors qu'effectivement, ça peut être la place des pouvoirs publics. En France, en tout cas, alors là, franchement, n'hésitez pas à m'interrompre et à me corriger si je me trompe, mais il me semble qu'on est sur quelque chose d'assez mixte, c'est-à-dire qu'on a un système de relations professionnelles qui est quand même assez particulier de par son histoire, et il y a toujours un peu l'impulsion de l'État, ou l'État, à un moment donné, même au niveau de la RSE, puisqu'on a des lois qui obligent les entreprises à faire un peu de reporting, à dire un peu ce qu'elles font en matière de RSE, et puis on a un État qui impulse aussi, en créant des labels, en créant des chartes. On va parler de l'égalité professionnelle homme-femme. Vous avez des labels, par exemple, qui existent et qui ont été lancés par le ministère du Travail. Moi, je vais parler juste en quelques minutes d'une expérience que j'ai menée qui m'a paru intéressante et ça montre bien qu'il y avait tout le monde était réuni et que c'est pas si évident que ça d'arriver à quelque chose. C'était autour des conditions de travail dans un secteur particulier, qui est le secteur du nettoyage industriel. Et c'est la Directe, alors je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros c'est le ministère du Travail, le Direct Centre qui avait lancé cette opération. C'était essayer de discuter avec les entreprises du secteur des conditions de travail dans ce secteur et d'envisager des pistes d'amélioration. Donc on a travaillé en tant que chercheur, la Directe comme impulseur finalement, mais en essayant d'associer la Fédération des entreprises de propreté. Je dis bien en essayant parce qu'il y avait des résistances, même si la fédération elle-même était adhérente. Donc le but, c'était de faire une enquête auprès des femmes de ménage, comprendre les difficultés et essayer de trouver des solutions, en associant entreprises et clients. Donc
rapidement, le secteur du nettoyage, c'est un secteur qui a une réputation calamiteuse, et je vais dire qu'elle est méritée, parce que c'est un secteur qui cumule toutes les précarités. Au niveau, on va parler handicap, on va parler égalité homme-femme, on va parler discrimination. Bon, on retrouve tout ça dans le secteur du nettoyage. C'est des femmes peu qualifiées, souvent âgées, très souvent d'origine étrangère, parfois souffrant de handicap et qui sont mal payées, qui sont dans des conditions d'emploi très difficiles avec beaucoup de temps partiel, une grande précarité, beaucoup de multi-emplois, des salaires très bas, du temps de travail non rémunéré, un travail très destructeur sur le plan physique, très pénible physiquement, avec beaucoup d'atteintes à la santé. Un travail destructeur sur le plan social, parce qu'il y a des horaires absolument impossibles à concilier avec la vie personnelle et familiale, qui amènent des problèmes de santé en termes de sommeil, en termes d'alimentation. Il y a plein de troubles. Il y a beaucoup de troubles musculo-squelettiques, parce que c'est un travail où on fait plein de gestes difficiles. Et puis c'est un travail qui a une image déplorable, c'est-à-dire qui est socialement absolument soit pas vu, soit méprisé. Donc il y avait du boulot quand même, hein. Une fois qu'on a recueilli tout ça et qu'on l'a dit, qu'on l'a montré aux entreprises, ce qui a été un peu compliqué, on a fait beaucoup de restitutions autour de la recherche, des tonnes de séances d'explication, d'explicitation, de discussion, d'échanges. Et puis on a essayé d'associer les donneurs d'ordre pour qu'ils regardent ce qu'ils achetaient quand ils achetaient une prestation ménage. Parce que vous pouvez avoir des femmes qui sont très isolées, qui sont mal équipées, donc c'est aussi au client peut-être de se préoccuper de sa responsabilité sociale. Quand il signe un contrat, un marché avec une entreprise, c'est regarder un peu comment les choses se passent et comment sont traités les personnels. Et on a essayé de valoriser des bonnes pratiques qui pouvaient exister. Donc ça aussi, c'est une des formes de responsabiliser socialement. Notamment à l'époque, puisque c'était il y a quelques années, ce qui se passait dans la mairie de Rennes, où on avait remis des horaires de jour, des CDI à temps complet, pour que les femmes travaillent correctement. Ce que j'en ai retenu, c'est que c'est à la fois cette impulsion qui était nécessaire d'un grand organisme comme la Direct, c'est-à-dire que les entreprises, toutes seules, c'était compliqué d'y aller. C'était compliqué parce qu'on avait sinon uniquement un affichage. C'est-à-dire que la RSE, ça peut vite devenir une carte de visite ou un effet de com', en fait. Donc le fait qu'il y ait une recherche, ça obligeait à aller un peu au bout des choses et pas à se cacher derrière son petit doigt. Ce que j'ai vu aussi, c'est que, j'allais dire malheureusement, les priorités économiques reprennent très vite le dessus sur les préoccupations sociétales, écologiques ou environnementales. Dès qu'une entreprise connaissait des difficultés, elle oubliait très très vite son carnet de rendez-vous RSE pour aller sur son cœur de métier finalement. Donc voilà, c'était ma petite expérience RSE. J'espère que je n'ai pas été trop longue et que je tiens les temps. Pas de souci. Monsieur Tin, sur la question notamment égalité femmes-hommes et plus largement. Merci Aurore, bonjour à toutes et à tous. Je suis chargé de mission égalité ici à l'Université d'Orléans. Donc je m'occupe de lutte contre les discriminations liées au genre, à l'origine, à l'orientation sexuelle. Donc on met en place des politiques d'égalité. Dans la question de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, eh bien, la lutte contre les discriminations est évidemment un pilier important. C'est de cela que je vais parler. Et la lutte contre les discriminations, ce n'est pas la lutte pour les minorités. Parce que nous sommes toutes et tous discriminables, en fait. Quand on regarde les critères de discrimination prévus par la loi, eh bien, finalement, tout le monde est exposé. Parce que tout le monde peut être une femme, tout le monde peut être d'origine étrangère, tout le monde peut avoir des idées politiques discriminables, des opinions syndicales, tout le monde a été jeune, tout le monde est appelé à vieillir, et on peut être discriminé parce qu'on est trop jeune, ou perçu comme tel, ou parce qu'on est trop vieux, ou perçu comme tel, ou même quand on est entre deux âges. Vous avez, admettons, 35 ans. Mais il y a des métiers, on va vous dire, non, c'est déjà trop vieux pour avoir la promotion. Ou trop jeune, bien que vous ayez les compétences. Et vous voyez, l'âge est vraiment le critère de discrimination universelle par excellence. Tout le monde a un âge. Et on peut être discriminé à tout âge. Tout le monde n'est pas femme, tout le monde n'est pas forcément noir, etc. Mais tout le monde a un âge. L'apparence. L'apparence, votre apparence peut déplaire à quelqu'un qui trouve que vous n'êtes pas la tête de l'emploi. Vous êtes blonde, on trouve que c'est pas bien. Ou vous n'êtes pas blonde, c'est pas bien. Voyez, c'est finalement universel. Vous avez un nez qui ne plaît pas, la tête, vous savez même pas. En fait, vous pouvez être discriminé tous les jours, probablement même que vous l'êtes. Vous ne le savez pas, mais je veux dire par là que ce n'est pas les minorités. Tout le monde peut être discriminé, certains plus que d'autres, c'est vrai, mais ce n'est pas parce que vous ne le savez pas que vous n'êtes pas discriminé. Par conséquent, la question que nous portons était véritablement une question universelle, en fait. Voilà. Donc, ce n'est pas les minorités.
Deuxième point que je voudrais dire, on entend souvent dire, voilà, la diversité c'est une richesse. Certainement, une richesse morale, philosophique, tout ce que vous voulez. C'est aussi une richesse économique. Et quand on parle aux entreprises, souvent, il faut des arguments économiques et pas seulement des arguments humanistes. Donc les arguments humanistes me plaisent, mais quand ça ne marche pas, il faut aussi des arguments économiques. Alors pourquoi cette diversité est-elle une richesse? Eh bien parce que la discrimination appauvrit et la personne discriminée et la personne discriminante. Je m'explique. Si une entreprise discrimine dans le recrutement, ça veut dire qu'au bout du processus, quand il reste 2 personnes, au lieu de prendre la plus compétente, on prend celle qui ressemble au modèle dominant. Donc si je suis un homme blanc, ben, je veux dire, je vois là un homme blanc, je le recrute, la femme maghrébine, bon, peut-être qu'elle est plus compétente, mais on ne sait pas trop, c'est un peu bizarre, donc on ne la prend pas. Bon. C'est ça la discrimination. Évidemment, la personne discriminée subit un préjudice. Si elle n'a pas l'emploi, on voit tout de suite en quoi elle est appauvrie. Mais l'entreprise aussi. Car l'entreprise n'a pas recruté des 2 personnes la meilleure. Alors évidemment, l'entreprise ne s'en rend pas forcément compte parce que la meilleure personne, elle est partie. Donc on ne voit pas ce qu'on a perdu. Mais si tous les jours vous recrutez des personnes qui sont moins compétentes que les autres, eh bien c'est un coût économique, c'est un mauvais calcul économique. Et c'est pour cela que je dis que la discrimination appauvrit et les discriminés et les discriminants. Même si les discriminants ne s'en rendent pas compte. Mais c'est un mauvais calcul économique pour eux aussi. Nous avons demandé à l'État français de chiffrer le coût de la discrimination. Parce que ça coûte à tout le monde, en fait. C'est un jeu lose-lose. Ce n'est pas un win-win, c'est un lose-lose. Donc cela coûte à tout le monde et nous avons demandé à l'État de chiffrer le manque à gagner dans les 20 ans qui viennent. Cette enquête a été faite par France Stratégie, qui est l'organisme de planification de Matignon, et ils ont calculé que pour les 20 ans qui viennent, si on lutte contre les discriminations comme on fait actuellement, c'est-à-dire pas trop, eh bien nous perdrons en France, tenez-vous bien, 400 milliards d'euros. 20 milliards d'euros par an sur 20 ans, ça fait 400 milliards. C'est-à-dire, voilà, on va avoir un manque à gagner national. Donc il y a bien sûr l'aspect humaniste, c'est très important, mais je n'ai pas besoin de vous en convaincre. Il y a aussi un coût économique. Et quand on parle aux entreprises, il faut leur dire cela. Il y a même une seconde enquête que nous avons demandée pour dire dans les différents domaines combien ça coûte. C'est-à-dire 400 milliards, c'est l'enveloppe globale, mais par exemple, dans, je ne sais pas, le tourisme. Combien le tourisme va perdre dans les 20 ans qui viennent si on reste dans le statu quo, dans l'automobile, dans tel secteur d'activité, etc. Donc vous voyez, c'est très important d'identifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, si j'ose dire, entre les questions morales et les questions économiques, sur ce point en tout cas. Donc il ne faut pas que les entreprises se sentent dans un dilemme. Est-ce que je vais choisir l'humain ou l'économique? On doit leur faire comprendre qu'en fait, les deux vont dans la même direction. Ce n'est pas toujours le cas. Mais quand les deux vont dans le même sens, profitons-en et disons-le. Alors ça, c'est le second point que je vais montrer, en quoi la lutte pour l'égalité est une richesse morale, mais aussi économique. Troisième point, rapidement, la question de la proactivité. Il faut être proactif. Car très souvent, lorsqu'on discute avec des interlocuteurs dans le monde de l'entreprise ou ailleurs, vous avez des dirigeants qui vous disent « Ah ben, je ne suis pas raciste, je ne suis pas sexiste, etc. » Encore heureux. Mais ça ne suffit pas. La question, c'est pas est-ce que vous êtes raciste, est-ce que vous êtes sexiste, c'est qu'est-ce que vous faites contre le racisme, qu'est-ce que vous faites contre le sexisme. Et ça, c'est très différent. On n'est pas dans le discours moral pur et dur, on est dans le discours pratique, concret. C'est comme si quelqu'un disait, je suis le maire d'Orléans, ah ben moi je suis contre la pollution. Oui, je suis contre la saleté, la pollution, tout le monde est contre la pollution. Mais la question c'est qu'est-ce que le maire fait contre la pollution dans la ville? C'est ça qu'on veut savoir. C'est pas sa philosophie, est-ce qu'il aime la saleté ou pas? On veut savoir ce qu'il fait contre la saleté, contre la pollution, etc. Voilà. Et bien la discrimination c'est une pollution sociale. Donc pareil, on attend d'un leader, d'un manager, qu'il ait non pas un sentiment personnel humaniste, pourtant mieux si c'est le cas, c'est un minimum, mais qu'il ait des actions concrètes contre les discriminations, quelles qu'elles soient. Donc des politiques publiques, voilà comment ça s'appelle. Donc voilà, il faut être proactif et il faut avoir des indicateurs. Je m'arrêterai là. Mais si vous voulez véritablement lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, il faut savoir où on en est. Est-ce que ça va augmenter de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés? Eh bien, la discrimination, c'est pareil. Il faut avoir des indicateurs.
Donc il faut avoir des statistiques sexuées, des statistiques ethniques, des indicateurs quels qu'ils soient. L'Union européenne nous y invite, mais c'est ainsi que l'on peut arriver à une véritable politique. Quand on lutte contre le chômage, il faut savoir où on en est. Est-ce que le chômage a progressé, a régressé? Donc c'est ainsi que l'on est efficace. Donc je m'arrête là, mais je voulais expliquer ces quelques pistes pour montrer que dans l'un de ces secteurs de la RSE, il y a évidemment des actions possibles. Et puis on en discutera tout à l'heure si vous voulez. Merci. Merci. On évoquera tout à l'heure la question des indicateurs, effectivement, puisque c'est aussi ce qui est demandé aux entreprises. Sur la question du handicap, on a parlé tout à l'heure justement de l'aspect économique. Pour le coup, la question du handicap en entreprise, c'est un des axes pour lequel il y a une contrainte économique, puisqu'il y a une obligation de la part des entreprises d'emploi de personnes handicapées. Donc sur cette question, je vais laisser Fabienne Médussin, chargée de mission handicap à l'université, et Monsieur Tullard, chargé de mission handicap chez ADECO, nous expliquer comment ça se passe et quels sont les enjeux. Merci Aurore. Donc moi je précise juste que je suis en charge du handicap pour les étudiants et je représente ici mon binôme Bruno Gendron qui est en charge donc des personnels en situation de handicap pour les aider donc à pouvoir faire leur métier dans des conditions fluides, on va dire. Donc, concernant le handicap, c'est effectivement très bien d'avoir une volonté humaniste, de vouloir recruter des personnes qui ont une situation de handicap, mais ça n'a pas suffi. Et depuis donc 2005, maintenant, il y a une loi, c'est-à-dire que si on ne fait pas les choses en règle, il y a des contributions. Alors, contribution, en fait, c'est amende, hein, d'accord, contribution au fonds d'insertion pour les personnes en situation de handicap dans le secteur public, hein, le FIP. L'équivalent, c'est l'AGFIP hein, pour le secteur privé. Et l'argent qui est donc versé dans ces fonds d'insertion sert à aménager des postes, à mettre en place donc, les moyens de compensation du handicap. Donc, pour la prise en compte du handicap, on a une loi, donc ça, c'est très, très bien. Après, on se rend compte que des organismes préfèrent payer la contribution plutôt que de recruter des personnes en situation de handicap. Donc, voilà. À ces personnes-là, j'ai envie de répondre que, pour le coup, en fait, on ne recrute pas une personne handicapée. Ce qu'on recrute, c'est un collaborateur. On recrute quelqu'un qui va faire le travail et après, il se peut que cette personne soit porteuse d'un handicap. Et après, il se peut que la personne développe aussi, à un moment donné de sa carrière, un handicap. On parlait des discriminations possibles. On parlait du ménage aussi, qui est un travail pénible. Et il n'y a uniquement que 15% des personnes en situation de handicap qui ont une situation de handicap de naissance. C'est-à-dire que toutes les autres, c'est un accident de la vie, c'est une maladie, c'est quelque chose qui se développe en cours de route. Et là-dessus, pour le coup, on est tous égalitaires. Hein. Y a des personnes qui pourront avoir des problèmes de santé, d'autres non, mais potentiellement, on est tous logés à la même enseigne. Donc, en fait, quand on essaye d'aider les personnes en situation de handicap à accéder à l'emploi, en fin de compte, on s'aide soi-même parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on aura besoin aussi d'un aménagement de poste. Voilà, donc c'est pour le côté philosophique. Hein. Aide-toi et le ciel t'aidera aussi. C'est vraiment penser à l'égalité pour le coup devant la vie hein, pour aménager les postes. Alors pour revenir vraiment à des choses un petit peu plus précises, en termes de prise en compte du handicap à l'Université d'Orléans, donc on travaille actuellement sur le schéma directeur handicap. C'est un schéma pluriannuel. Donc comme l'a dit mon collègue, en fait, c'est pas uniquement une philosophie, c'est mettre en place des actions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir développer dans différents champs, donc dans l'accessibilité du bâti, dans l'accessibilité numérique aussi, l'accessibilité aux études, les ressources humaines, la communication, etc. Et puis tout ce qui est formation autour du handicap. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pratiquement pour aider les personnes en situation de handicap ou pour rendre les études plus faciles, le travail plus facile, etc. Donc on s'est engagé dans cette démarche-là, sachant que pour l'instant on n'est pas des très bons élèves. On a environ 3,1% de personnel en situation de handicap, donc on est loin des 6% réglementaires, donc on paye des contributions. Et puis là-dessus vraiment... ce que je dis régulièrement, c'est que notre marge de progression est énorme.
Donc c'est voir le verre à moitié plein. Ok, on n'est pas super bon, mais bon voilà, on ne fait pas rien. Mais il faut accélérer un petit peu ces démarches pour permettre de recruter une personne en situation de handicap plutôt que de payer une contribution. Là, typiquement, ça paraît quelque chose d'assez intéressant. Et pour finir, en termes de positionnement de l'université, donc on a des étudiants en situation de handicap et on se place aussi en tant que société, donc en tant que personne qui recrute. Et l'idéal, ce serait donc de former nos étudiants, parce qu'on a besoin de personnes en situation de handicap formés, c'est-à-dire pas forcément des gens qui vont s'occuper des espaces verts. Ça, c'était avant. Hein. Y a une évolution. Maintenant, on travaille dans le numérique, etc. Bon, les personnes aveugles peuvent quand même travailler sur ordinateur, peuvent faire plein de choses. Donc, il n'y a pas de... À partir du moment où on se forme, il n'y a pas de frein de ce côté-là. Donc, recruter nos étudiants comme futurs collaborateurs. L'avantage, c'est qu'ils connaissent l'université et puis l'université les connaît aussi. Si on a mis en place des choses pour aménager les études, ça sera plus facile de mettre en place des choses pour leur futur travail. Voilà. Je laisse la parole à Raphaël Tullard. Bien, bonjour à toutes et tous. Rapidement, je me représente. Donc, Raphaël Tullard, donc, je travaille pour la société Adecco, donc, une des filiales du groupe Adecco. Petite précision, donc Aurore disait tout à l'heure, je suis chargé de mission handicap, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Enfin, en fait, j'interviens entre Orléans et Limoges auprès de nos agences et de nos clients sur ce qu'on appelle les solutions emploi, c'est-à-dire que tout ce qui sort du cadre du travail temporaire. On est souvent connu pour le travail temporaire, en fait nous faisons également plein d'autres choses. Et donc le handicap, puisque c'est pour cela que je suis présent aujourd'hui, prend une part importante dans notre activité. J'avais rencontré M. Gendron, c'est un de vos professeurs, pour certains d'entre vous peut-être. Avant l'été, on avait échangé et c'était intéressant parce qu'il m'avait dit qu'il y a une trentaine d'années, quand il avait commencé à travailler sur le champ du handicap, une des premières entreprises qu'il a rencontrées, qui était engagée en France sur le sujet, c'était Adecco. Alors à l'époque, ça s'appelait Eco. Et donc l'argument en fait que me donnait M. Gendron justement, c'était exactement ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, ce sont les compétences. C'est-à-dire que nos clients avec lesquels on travaille, notre intérêt, c'est qu'ils soient le plus satisfaits possible des profils qu'on va leur proposer. Donc après, peu importe le profil. Vraiment, la clé, c'est la compétence. Donc c'est vrai que c'est ce que nous notons également des candidats quand ils se présentent à nous. Si on parle de handicap, on attend qu'ils nous parlent de nos compétences. Alors aujourd'hui, je suis présent ici parce que nous avons signé une convention avec l'université il y a quelques années maintenant, qui vise justement à développer, à permettre aux étudiants en situation de handicap de poursuivre leurs études. Le constat que nous faisons, nous, sur nos agences, c'est que lorsque les candidats se présentent auprès de nos équipes pour être recrutés, la très très grande majorité des personnes en situation de handicap qui sont sur le marché du travail sont des personnes qui ont un niveau de qualification inférieur au bac. Donc un étudiant qui a un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 4 en situation de handicap, en général, il s'est donné suffisamment de moyens pour pouvoir s'insérer sur le marché professionnel. Donc c'est vrai que l'intérêt également donc, de cette convention, c'est de permettre à un maximum d'étudiants de pouvoir poursuivre leurs études, parce que c'est vraiment un constat qu'on fait, nous, sur le terrain. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit également, la plupart des personnes en situation de handicap le deviennent. C'est-à-dire qu'à peu près une personne sur deux dans la salle, là, peut être à un moment donné dans sa vie en situation de handicap, de manière temporaire ou définitive, mais on peut tous être concernés par le handicap à un moment donné. Donc du coup, à ce titre-là, c'est important d'avoir ça en tête. Ensuite, pour revenir sur la partie recrutement, souvent les personnes qui se présentent à nous sont des personnes qui sont fragilisées. C'est-à-dire que, comme on le disait, vous allez avoir un accident de la vie, ça peut être un accident du travail, ça peut être un accident de la route, ça peut être un accident domestique, ça peut être plein de situations même différentes qui font qu'on se trouve en situation de handicap. Ce sont des personnes qui vont parfois perdre leur métier. C'est-à-dire qu'elles ont été spécialisées, elles ont été compétentes, elles ont eu un métier, et après, du jour au lendemain, elles peuvent se trouver sans avoir la possibilité de l'exercer. Donc ça veut dire repartir sur un chemin différent. Donc vous pouvez avoir des périodes de construction longues. Nous travaillons avec des organismes qui sont des CRRP, des centres de rééducation professionnelle. Il y en a quelques-uns proches d'ici,
qui vont permettre à des personnes qui ont perdu finalement la possibilité d'exercer leur métier d'origine, de leur permettre d'obtenir des nouvelles qualifications sur des métiers qui, a priori, offrent des débouchés. Mais pour ces personnes-là, ça veut dire parfois s'isoler pendant 1 an, 2 ans, d'être loin de leur famille, parce que les centres de formation ne sont pas toujours à côté de chez eux. Ça veut dire également faire le deuil de son ancien métier. On a souvent des personnes qui viennent nous voir, qui ont fait le deuil, qui n'arrivent pas à faire le deuil justement de leur ancien métier. Donc voilà, donc le champ du handicap, ça c'est vraiment quelque chose à laquelle nous sommes confrontés régulièrement. Et encore une fois, nous, ce qui nous intéresse sont les compétences pour que notre client soit satisfait. Notre client, je parle de l'entreprise. Donc quel que soit le type de recrutement que nous effectuons, que ce soit en intérim ou en recrutement en direct. Donc nous maintenant, à notre niveau également à Adecco, depuis plus de 3 ans maintenant, nous avons développé le CDI intérimaire. C'est quelque chose vous avez peut-être entendu parler à la télévision, je ne sais pas. Oui, non, pas du tout. Donc c'est vrai que le CDI intérimaire, en fait, c'est une forme de travail temporaire où là, nous embauchons nos intérimaires. Ils sont en CDI avec nous, qui travaillent ou qui ne travaillent pas, ils sont rémunérés. Et on va faire en sorte, bien entendu, de développer leurs compétences tout au long de leur vie professionnelle avec Adecco. Et donc forcément, on fait en sorte également d'embaucher des personnes en situation de handicap pour pouvoir construire également avec elles ces parcours. Le CDI intérimaire, ça fait partie en quelque sorte aussi des outils qui ont été créés par la branche et qui répondent directement à la responsabilité sociale de l'entreprise, parce que le marché du travail aujourd'hui nécessite beaucoup de flexibilité. Nos clients aujourd'hui ont très peu de visibilité sur leur portefeuille de commandes. On va avoir des clients qui parfois le jeudi ne savent pas ce qui va se passer le lundi. Et en même temps, nous, on a besoin, d'une part, dans notre intérêt à nous, de fidéliser nos intérimaires. On a envie de garder les meilleurs, forcément, comme toute entreprise. Donc le CDI intérim, il permet de faire ça. Donc au travers de ce type de contrat-là, lorsqu'on arrive à permettre à une personne en situation de handicap de stabiliser sa situation, c'est important. Mais d'une manière générale, auprès des intérimaires, en général, ça leur permet également de le stabiliser. Donc on permet de toujours avoir de la flexibilité sur le marché du travail et apporter de la sécurité de l'emploi à nos salariés. Sur la RSE d'une manière générale, là sur le handicap, j'ai forcément plein de choses à dire, mais je ne vais pas monopoliser le micro. Juste pour recontextualiser, on parle du handicap, mais la responsabilité sociale de l'entreprise chez Adecco, elle prend la forme d'une direction qu'on appelle la DRIS, la direction de la responsabilité de l'innovation sociale. Et il y a différentes actions qui sont menées. On a une fondation, on a bien sûr la mission handicap dont je parlais, mais on a un pôle de lutte contre les discriminations. On a, bref, je ne vais pas tout faire. Par exemple, moi, si on parle de la RSE, moi je fais 60 000 km par an. Voilà. Donc par exemple, moi, à mon niveau, clairement, je ne suis pas du tout en accord avec ce que je pense. Je suis un fervent engagé pour l'environnement. Je fais tout ce qu'il faut bien, sauf que pour le travail, je fais 60 000 km par an. Donc quelle forme d'emploi on peut trouver qui permette de limiter ces 60 000 km? Le travail temporaire. Il faut savoir que dans le travail temporaire, un intérimaire a 2 fois plus d'accidents du travail, ils sont 2 fois plus graves que le salarié classique. Ce n'est pas parce que nos intérimaires sont moins bons. Nos intérimaires travaillent dans des entreprises différentes régulièrement, qui vont avoir elles-mêmes des cultures d'entreprise différentes, qui vont elles-mêmes être plus ou moins engagées sur le sujet. Notre intérimaire arrive, il doit être opérationnel, donc les phases d'intégration, parfois sont oubliées. Tout change. Et donc, nous, à notre niveau, on doit tout faire en sorte pour recruter des personnes qui prennent en compte cette dimension en termes de prévention et travailler avec nos clients. Travailler avec nos clients pour qu'eux-mêmes prennent en compte la dimension sécurité des intérimaires, que ce ne soit pas une personne qui arrive comme ça et qu'on oublie. Donc, bref, le champ des RSE pour nous est très large dans notre activité. On va poursuivre sur la RSE, notamment la question de l'environnement, Monsieur Galliègue. Ils ont la question des relations entre l'économie et l'environnement. Donc, parce que là, je sors d'un cours d'économie du développement durable qui dure 15 heures, que je fais pendant 15 heures. Donc, je vais essayer en 5 minutes de parler un peu de ce que je raconte aux étudiants et puis des messages qu'on peut les faire passer. Donc, oui, simplement, moi, je placerais plutôt du point de vue, là, on s'est placé du point de vue des entreprises.
Bon, la RSE, du greenwashing à des véritables pratiques citoyennes, parce que bon, évidemment, il y a une partie de la RSE qui est quand même l'affichage. Hein. Je dis toujours aux étudiants, écoutez, là, les dernières séances du cours que je fais, c'est sur la RSE. Je leur dis, bon, on va aller sur le site de Monsanto. Vous allez voir, Monsanto lave plus vert. Donc ça, il y a un parti de com dont il faut avoir conscience quand même. Et donc, alors je passerai plutôt du point de vue de l'étudiant, enfin de l'utilisateur, du consommateur, parce que les économistes, on rappelle les vérités qui dérangent quand même. C'est qu'en fait, pourquoi l'environnement était dégradé? Parce que l'environnement était gratuit. On commence un cours d'école de l'environnement, on leur dit c'est un bien libre, c'est un bien qui n'a pas de prix. Ce qui n'a pas de prix est gaspillé et détruit. Et alors à ce moment-là, le point de vue de l'économie, c'est de dire attention, maintenant, si on veut que ça change, c'est qu'il faut mettre un prix. Et si on met un prix, eh bien, ça veut dire que les consommateurs doivent payer. Et ça, c'est un point qui est extrêmement gênant dans tous les problèmes de politique environnementale, c'est que globalement, ça marche quand on tape sur le portefeuille. Quand on tape au portefeuille, on peut regarder ce qui se passe pour la cigarette ou dans d'autres domaines. Et le problème automatiquement qui se pose, qui oppose en fait souvent l'environnement et le social, c'est qu'en fait, évidemment, quand on tape au portefeuille, ce sont plutôt les gens défavorisés qui vont souffrir d'une politique environnementale. Si on met l'essence à 3 € le litre ou à 2 € le litre, si on met le mazout ou le gaz à des prix avec un carbone à 100 ou 200 € la tonne, eh bien, ce sont les gens qui seront les plus défavorisés qui devront payer. Ça se vérifie parce que, par exemple, ce sont les pays les plus égalitaires, enfin les pays d'Europe du Nord, sont des pays très égalitaires, ce sont les pays les plus écolos. Et donc, on a ce problème qui est lancinant en économie de l'environnement, c'est de savoir comment on peut imaginer des schémas qui permettraient de réconcilier les deux. C'est-à-dire, théoriquement, il faut avoir les côtés environnementaux et sociaux qui soient compatibles avec le développement économique. Et ça, donc, c'est justement l'objet de politiques de redistribution qui peuvent être réalisées. Hein. Mais à la base, on se dit de toute façon, si on ne vous touche pas au portefeuille, là, regardez-vous, la plupart d'entre vous, on venait de Bourges, mais on va sur le parking de la fac, on voit que des étudiants qui viennent en voiture. Vous allez en Suède ou en Hollande, et puis c'est pas toujours plat, il pleut tout le temps, mais les gens viennent en vélo. Et ça, c'est à la fois... Alors, il y a un phénomène économique, le coût qui intervient, donc ça, pour les économistes, c'est vrai que c'est une variable clé, mais il y a aussi le phénomène de comportement individuel, de pression sociale. Alors il y a toute une approche qui s'appelle les nudges, ce qu'on appelle les coups de pouce, qui font que sur des petits gestes du quotidien, en fait, on peut arriver à évoluer. Et ça, alors ça pose une question aux économistes parce que ça ne correspond pas toujours à des variables économiques, mais bon, c'est trier les déchets, c'est venir en vélo, et très souvent ces changements de comportement n'obéissent pas à des motivations économiques, c'est-à-dire qu'à la limite, le prof première classe qui va venir en vélo, en fait, il pourrait venir, ça lui coûterait moins cher en termes de revenus que l'étudiant qui prend sa voiture. Mais il le fait par esprit citoyen. Et ça, c'est un autre aspect qui est important pour les économistes. Hein. Donc voilà ce que je voulais dire, puis on pourra intervenir après. J'espère que j'ai pas été trop long. Pas de problème. Merci beaucoup. On a vu tout à l'heure l'exemple d'Adéco, du groupe Adéco. Je vais passer la parole à Julie Fallon-Gaudichon, qui a créé l'entreprise les micro-crèches de Julie, et pour voir notamment comment la question de la responsabilité sociale a été prise en compte lors de la création de l'entreprise et comment elle est prise en compte tout au long de la vie de l'entreprise. Donc bonjour à tous. Donc moi j'ai créé mon entreprise. Donc ce sont des micro-crèches. Donc pourquoi micro? Parce qu'on n'a que 10 enfants par jour. C'est pas des grosses structures. Donc ça déjà pour les employés c'est pas mal parce que moins d'enfants, donc moins de bruit, moins de tout ça. J'ai créé ça en 2013. Donc moi, j'ai un domaine d'activité du coup qui est pour le coup très féminisé, même si on a quand même réussi à avoir 2 stagiaires hommes. Maintenant, quand je reçois des CV, c'est forcément que des femmes. Et j'ai une autre activité aussi qui est pour le coup très masculinisée, qui est sapeur-pompier volontaire. Donc dans la journée, je suis entourée de femmes et le soir ou le week-end quand je suis de garde, c'est surtout que des hommes.
Donc moi, ce que je voulais en fait dans mon entreprise, c'est que mes employés soient en fait le mieux possible. On a un métier qui est déjà pas facile. On travaille de 7h30 à 18h30 avec des enfants qui courent partout, qui crient, qui sont pleins de vie. Quand il y en a 10 qui font tous ça, et ben quand on finit sa journée, c'est calme chez soi et ça fait du bien. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que normalement, légalement, mes salariés devraient être 2 dans la journée pour 10 enfants, et en fait, elles sont 3. Ce qui permet, en fait, pour elles d'avoir le temps d'être auprès des enfants, d'avoir le temps de préparer des choses. Elles se stressent pas, en fait, dans la journée. Elles ont le temps de faire des projets, elles sont tranquilles, elles ont le temps de discuter avec les parents. Et des parents qui ne sont pas stressés font des enfants qui sont moins stressés et du coup des salariés qui sont moins stressés. Et moi, peut-être aussi un peu. C'est pas toujours le cas. Voilà, c'est une activité qui est pas évidente parce que voilà, on a plein de risques par rapport à tout ce qui est musculo-squelettique. Il faut aussi préserver tout ça. Moi, si mes salariés sont bien, c'est que si elles ont un rhume, elles vont pas s'arrêter, elles vont quand même venir. Donc moi, je peux fonctionner quand même. Si j'ai trop de salariés qui sont absentes, à un moment donné, je suis obligée de dire aux parents, finalement, on va fermer à 17h parce que j'ai plus le nombre de personnel suffisant et j'ai pas de société Adéco ou quoi que ce soit qui puisse m'envoyer des intérimaires. Moi, j'ai un domaine où il n'y a pas d'intérimaire. Donc, si j'ai pas de salariés, légalement, je ne peux pas travailler. La PMI m'impose, il y a une législation et du coup, c'est pas possible de faire autrement. Moi, c'est moi qui fais les recrutements, mais c'est pas moi qui ai forcément le dernier mot. Je dois, moi, rendre compte à la PMI. Donc, la PMI, c'est la protection maternelle et infantile. C'est eux qui me donnent l'autorisation d'ouvrir. C'est eux qui me donnent l'autorisation d'embaucher. Et il y a une fois où je me suis battue parce que la PMI nous exige 2 ans d'expérience. Sauf que quelqu'un qui sort de l'école, si on lui demande pas, on lui dit pas à un moment donné, oui, je veux travailler avec vous, il n'aura jamais les 2 ans d'expérience. Donc là, la discrimination, elle est énorme. À un moment donné, il faut pouvoir donner la chance. Et effectivement, il y a une fois où j'ai dit, cette personne-là, elle n'a pas 2 ans d'expérience, mais moi, je veux travailler avec elle parce que j'ai confiance en elle et moi, je confie les enfants que les parents me confient et je les confie à mon personnel. Donc, j'ai besoin d'avoir confiance. Et je me suis battue et j'ai réussi. Et cette personne, j'ai réussi à l'embaucher, même si au départ, je n'avais pas forcément le droit parce qu'elle n'avait pas la qualification pour. Donc voilà. Moi, en termes de handicap, pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas eu à faire face à ce genre de situation. Moi, le handicap que je peux rencontrer, ce serait par rapport aux enfants, où on peut accueillir en fait des enfants handicapés. Et quand les enfants sont porteurs de handicap, on peut les accueillir jusqu'à 6 ans. Parce que les institutions, généralement, ne commencent qu'à 6 ans. Donc ça veut dire que les parents qui ont un enfant porteur de handicap, ils sont obligés sinon de rester chez eux jusqu'aux 6 ans de leur enfant. Donc ça, c'est aussi une forme finalement de discrimination. Et du coup, nous, on est en train de mettre en place au sein des structures tout ce qui est langage des signes. Alors, pas forcément parce qu'on a des enfants qui sont malentendants, mais parce que les enfants ne savent pas parler au départ. Et quand les premières choses qu'ils font, c'est applaudir parce que ça veut dire bravo. C'est un signe, c'est dire au revoir. Voilà, c'est les premiers signes qu'on apprend. Donc nous, on veut aussi leur apprendre à parler avec ce système-là. Et puis peut-être qu'après, ça pourra leur servir parce que plus on apprend tôt et plus on enregistre, peut-être qu'un jour, ils rencontreront une personne malentendante et que finalement, ils arriveront à communiquer avec elle. Donc voilà, moi, c'est ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Madame Couty-Morin, vous pouvez nous parler de comment justement cette question a été prise en compte dans la création de votre structure empreinte positive ? Oui, alors bonjour et merci d'être là nombreux aujourd'hui. Donc moi, j'ai créé effectivement une start-up il y a 2 ans maintenant, avec au départ qui s'appuie sur un constat qui était de dire les entreprises ont envie
d'investir la RSE comme un outil au service du développement de leurs entreprises, un axe différenciant, une recherche d'efficience sur le business model. On sait que les entreprises qui prennent en compte la RSE sont économiquement plus performantes. Donc, fort de ce constat, on a décidé, avec quelques collègues qui ne sont pas là aujourd'hui, d'offrir une solution en fait opérationnelle pour ces entreprises qui avaient envie vraiment d'aller plus loin en matière de RSE. Et souvent, ce qui nous était renvoyé, c'était en fait la stratégie, tout ça, oui, on voit bien comment la poser, en tout cas la formaliser, même si pour certains, c'est pas toujours évident. Mais on a du mal après à envisager le déploiement et le plan d'action, sur quoi s'appuyer, voilà. Donc, dans l'approche qui a été la mienne quand j'ai créé mon entreprise, c'était d'avoir à la fois cette activité d'accompagnement des entreprises dans la formalisation de leur stratégie, dans la définition d'un plan d'action et des indicateurs qui font sens par rapport à leurs entreprises, puisque la RSE, c'est un tout. Hein. Là, c'est vrai qu'on a plusieurs interlocuteurs sur des questions précises que revêt la RSE, mais en fait, la RSE, elle s'incarne en fait notamment par le dirigeant de l'entreprise ou l'élu. Si on est dans une collectivité territoriale, s'il n'y a pas de volonté, de volontarisme, il se passera malheureusement rien. Et après, effectivement, ça peut être décliné en plusieurs services, plusieurs missions, et on voit bien qu'à l'Université d'Orléans, les choses sont déployées en ce sens. Donc moi, j'avais cette volonté d'accompagner les entreprises qui étaient démunies sur ces questions-là dans une approche stratégique, mais aussi de pouvoir les aider sur un volet très opérationnel, très opérant, à déployer leur stratégie. Donc on a monté une plateforme en fait de matching entre demandeurs et offreurs. Donc en gros, les demandeurs, ce sont des entreprises et des collectivités qui s'engagent dans la voie de la RSE. Et les offreurs sont ceux qui offrent des solutions qui revêtent un caractère social, solidaire et ou environnemental. Et il se trouve que, aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'y avait pas d'outils qui permettaient d'identifier des interlocuteurs qui revêtaient ce caractère. Vous avez les pages jaunes, vous avez voilà, des outils, on va dire des annuaires, mais je vous mets au défi de faire une recherche critérisée RSE sur ce genre d'outils et vous n'aurez pas en fait, vous n'aurez pas de résultats. J'y arriver. Donc, du coup, l'idée, c'était d'avoir une approche sourcing. Donc, oui, on va trouver l'interlocuteur qui va bien, qui revêt un caractère social, solidaire ou environnemental. Donc, on va retrouver les structures du handicap, mais aussi les entreprises d'insertion dont la vocation est d'accompagner dans l'emploi des personnes qui en sont éloignées, des personnes qui sont fragilisées. On va retrouver des entreprises qui sont écolabellisées ou qui proposent des produits bio ou écocert, etc. Donc, on va offrir ce sourcing-là qualifié à nos entreprises clientes, mais on va aussi accompagner des démarches qui vont plus loin dans une logique partenariale, et c'est pour ça qu'on a ajouté dans notre offre là, une pierre à l'édifice qui me semble vraiment fondamentale, c'est l'aspect collaboratif. Donc la plateforme sur laquelle on travaille en ce moment, qui arrive bientôt à son aboutissement, c'est une plateforme collaborative dédiée aux achats et aux coopérations responsables. Donc on va partir du besoin, le besoin d'un acheteur, que peut être l'Université d'Orléans pour répondre à ces enjeux sur l'emploi de personnes en situation de handicap, puisque la sous-traitance permet de répondre à cette obligation aussi. Donc on va avoir ce type de client avec un besoin précis, avec une recherche critérisée, donc par activité. J'ai besoin de trouver des gens pour entretenir les abords de l'université, mais je voudrais que ces personnes puissent avoir un handicap parce que j'ai une obligation à laquelle je dois répondre, et puis par ailleurs ça répond à des objectifs en termes de RSE. Donc on va pouvoir trouver sur la base de données, sur la plateforme empreinte positive, des entreprises qu'on appelle adaptées ou des ESAT, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui sont des structures qui emploient des gens en situation de handicap et qui potentiellement pourront répondre à ce besoin de l'université. Ou même pour aller plus loin sur la plateforme, toujours dans cette approche collaborative, l'idée c'est de se dire on peut aussi avoir des besoins aujourd'hui sur lesquels on n'aura pas de réponse, ce qu'on appelle les besoins non couverts. Et là j'ai un client, une entreprise privée, un grand compte qui souhaiterait dans son business model avoir une autre offre de service, mais une offre de service avec une démarche solidaire, sociale et solidaire. Et donc pour cela, il souhaite s'appuyer sur empreinte positive dans sa connaissance des acteurs locaux qui vont lui permettre du coup de créer cet écosystème et cette offre de services commune.
Voilà, donc tout ça pour dire que la question de la RSE, c'est un champ qui est quand même assez vaste. Il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas une solution miracle ou une recette miracle pour y arriver. La RSE, elle est différente selon les entreprises, selon la taille, selon la volonté du dirigeant d'investir plus particulièrement tel ou tel domaine. On parle de priorisation. Mais après, chacun peut faire à son niveau ce que monsieur expliquait tout à l'heure. Donc nous, la conviction au sein d'Empreinte Positive, c'est qu'on peut partir d'un bout et puis finalement emmener nos clients, nos entreprises vers d'autres enjeux, vers d'autres démarches. Si par exemple ils sont plus sensibles à l'approche environnementale, l'idée c'est de les conduire aussi à prendre en compte davantage l'aspect insertion, solidarité, handicap dans leur stratégie globale. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Ça tombe bien, on en avait préparé quelques-unes. Une des questions, on en a un petit peu parlé, c'est que pour voir si la RSE, c'est pas simplement de la communication, et puis aussi comme c'est une démarche qui peut être longue, pour savoir comment une entreprise évolue, si elle évolue dans le bon sens et si elle arrive à mener ses actions, c'est la question des indicateurs. Quels sont les indicateurs qui peuvent être pris en compte et comment ils sont utilisés dans les différentes entreprises? Oui, il y a d'autres célèbres. Notre ancienne secrétaire générale des CFDT, comment ça s'appelait, qui a le cabinet Vigéo, qui propose Nicole Nota cherchait Nicole Nota qui a créé donc dans son cabinet qui fait la certification environnementale et sociale, qui publie tous les ans son palmarès des entreprises les plus vertueuses et les plus vicieuses, entre guillemets, évidemment, parce qu'il y a celles qui aussi ont des mauvais classements. Donc il y a effectivement une certification environnementale qui existe et qui est relativement bien homogène et qui est bien connue. D'autres indicateurs? On connaît bien les notations financières, Standard & Poor's, etc. Mais effectivement, il y a les notations extra-financières, donc c'est de ça que vous parlez. Moi, je travaille beaucoup donc, dans le domaine des discriminations sur cela. Par exemple, dans les entreprises d'une certaine taille, il y a l'obligation de publier chaque année un bilan social. Et dans le bilan social, il y a un rapport de situation comparée entre femmes et hommes. Donc ça, c'est une avancée du droit et ça permet de voir en matière de recrutement, de promotion et de rémunération si le traitement est égalitaire. Et là, on se bat pour que ce qui existe déjà en matière d'égalité entre femmes et hommes puisse se faire aussi sur la question des origines et qu'il y ait cette obligation de transparence. Là, d'ailleurs, l'université est engagée dans une démarche, on en parlait ce matin, pour avoir un label européen. Et ce label européen oblige d'avoir non pas un respect de l'égalité, mais une démonstration qu'on respecte l'égalité. Souvent en France, on est dans les pensées magiques. C'est-à-dire, la pensée magique, c'est « je suis humaniste, donc tout va bien ». Nous sommes pour l'égalité, donc l'égalité règne. Les normes européennes qui s'appliquent de plus en plus, et dans ces domaines c'est tant mieux, consistent à dire on ne vous demande pas d'aimer l'égalité, on vous demande de prouver que vous l'avez respectée. Donc là, il faut effectivement se donner des indicateurs, ce qui est normal dans tous les domaines, mais on a peut-être moins l'habitude en France d'utiliser ces indicateurs sur des questions dont on estime qu'elles relèvent de la philosophie. Alors moi, j'ai une formation de philosophe, mais je dis la philosophie c'est bien, la réalité c'est mieux, surtout si c'est une réalité qui respecte la philosophie. Voilà, merci. Sur la question du handicap, on peut le dire, il y a vraiment pour le coup des indicateurs puisqu'on doit faire un bilan annuel auprès des partenaires sociaux notamment, auprès de l'inspection du travail quand on est par exemple sous accord handicap. Est-ce que c'est quelque chose qui aide à avancer dans sa démarche handicap ? Donc là, ce qui est évoqué en fait, c'est le rapport à la déclaration obligatoire annuelle. Voilà. Donc en effet, tous les ans, les entreprises doivent déclarer leur taux d'emploi. Donc sur l'ensemble de leur effectif, quelle est la part des personnes qui sont en situation de handicap. Et en effet, si oui ou non, elles atteignent ce fameux seuil des 6%. Alors ça, c'est un indicateur bien sûr qu'on utilise parce que c'est un indicateur qui
qui est parlant, puisque c'est un repère commun. Donc, sur l'animation qu'on peut avoir avec nos équipes, nous avons régulièrement des animations sur les taux d'emploi de nos agences. Voilà, quelle est la part des intérimaires qui sont en poste. Donc, on partira des nombres d'heures, puisque nous facturons des heures en intérim. Voilà, c'est le principe. Donc le nombre d'heures qui ont été facturées par rapport donc sur l'ensemble du nombre ouais, je vais reprendre tout ça. Donc le nombre d'heures facturées pour des personnes en situation de handicap sur l'ensemble des heures facturées. Donc ça, c'est un indicateur qu'on utilise. Après, c'est vrai que pour nous, nos agences, elles sont tributaires également de nos clients. Donc prendre cet indicateur brut de pomme, c'est pas très significatif. Par contre, c'est quand même révélateur pour nous de l'engagement quand même de notre réseau. Donc, par exemple, on a une labellisation handicap, employé handicap. Donc, nous avons sur mon périmètre 4 agences qui ont obtenu cette labellisation, qui est interne, hein, bien sûr, mais qui permet également de mettre en avant les belles performances de ces équipes. 100% des agences sont engagées, mais certaines sont plus performantes tout simplement que d'autres. On peut être engagé et performant, parfois engagé, puis avoir moins de réussite. Dans les autres indicateurs que nous utilisons pour nous, en fait, ça dépend également des motivations de chacun. Là, ce que vous expliquez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui réagit de la même manière sur chaque sujet. Vous avez des personnes qui vont réagir par rapport au droit. Voilà, il faut faire ça, c'est demander. Il y a ceux qui vont réagir pour l'aspect humain. C'est pas bien de ne pas prendre les personnes en situation de handicap. C'est pas bien de faire de la discrimination. Et puis il y a ceux qui vont être plus rationnels en disant bon, ça me coûte combien ? Voilà, combien ça me coûte. Bon, bah, il faut qu'on choisisse des indicateurs, nous, pour essayer de convaincre un maximum de personnes qu'employer des personnes en situation de handicap, c'est intéressant. Donc les leviers qu'on utilise sont également différents. C'est vrai que lorsqu'on arrive au mois de février, qu'on rencontre nos clients, on a sur cette période-là de nombreux rendez-vous que nous faisons avec nos entreprises clientes pour leur faire part tout simplement du bilan de l'année. Et ça va être l'occasion pour nous justement de mettre en avant tout ce qui a pu être fait. Et donc c'est vrai que parfois dans certaines entreprises, si on parle à un responsable de production, ça ne lui parle pas trop. Lui, ce qu'il voit, c'est le côté opérationnel. Si on parle à la RH, elle va avoir envie de pousser un peu plus. Et puis dans d'autres entreprises, avec le directeur financier, quand on lui dit « Vous connaissez le montant de vos contributions annuelles ?» Si l'entreprise ne s'est jamais penchée sur le sujet, à un moment donné, si le DAF regarde, il va peut-être se dire « Ah ouais, ça me coûte ça. » On va peut-être y réfléchir. Il y a aussi peut-être un autre indicateur qui la concerne plus, les personnes handicapées, c'est que pour être ce qu'on appelle les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, il faut notamment faire la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui est un enjeu pour nos étudiants en situation de handicap ici, mais aussi pour les salariés. C'est-à-dire qu'à un moment, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on a une situation qui s'appelle un handicap. Bien sûr. Et c'est une démarche qui est un petit peu complexe. Est-ce que vous pouvez en parler de la façon dont c'est pris en compte en entreprise ? Alors pour nous, du coup, on ne le prend pas vraiment comme un indicateur. En revanche, c'est quelque chose qu'on mesure malgré tout, puisque nos salariés ont cette reconnaissance et elle est limitée dans le temps. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on soit vigilant à ça, parce que parfois certains intérimaires travaillent avec nous régulièrement. Et puis une fois qu'ils travaillent avec nous, ils disent bon ben ça marche bien. Et ils ne voient pas toujours l'intérêt de reconduire ces reconnaissances. Parfois elles sont plus utiles non plus. Hein. La situation individuelle d'une personne peut faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin d'avoir une reconnaissance. Mais concrètement, nous, alors si votre question derrière c'est comment est-ce qu'on l'utilise pour le mettre en avant auprès de nos clients, c'est ça ? Ou c'est comment on l'utilise nous en interne en fait ? Oui, par exemple en interne. Et puis est-ce que c'est une... est-ce qu'on a intérêt en tant qu'étudiant handicapé, par exemple, à faire cette RQTH ? Alors c'est évident qu'on a un intérêt à le faire, puisque en fait, lorsqu'on fait une reconnaissance on va dire une RQTH, reconnaissance de la qualification de travailleur handicapé, ça ouvre des avantages importants. Ça, pour nous, c'est toujours la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'encore une fois, je le disais tout à l'heure, nous, ce qui nous intéresse sont les compétences d'abord. Donc, quand on va présenter une candidature à un de nos clients, on va d'abord parler des compétences. En revanche, il y a des aides
à l'embauche. C'est-à-dire que les entreprises sont incitées. Donc il y a des organismes, il y en a que vous connaissez peut-être de nom ou pas, qui s'appellent l'AGFIP, qui collectent en fait tout l'argent que les entreprises donnent lorsqu'elles ne respectent pas leurs obligations. Cet argent est collecté et il permet de mettre des actions en place. Donc là, par exemple, sur notre agence de GIA, un exemple tout simple, une de nos salariés intérimaires qui avait des problèmes de dos, eh bien, grâce à sa reconnaissance et un partenariat avec la GFIP, on a pu financer une paire de chaussures ergonomiques. Ce sont des choses toutes simples, mais ça lui a permis de pouvoir tenir son poste sans souffrir du dos pendant la journée. Et les incitations à l'emploi, il y a des aides à l'embauche, c'est-à-dire qu'une entreprise qui va embaucher en CDI va pouvoir avoir une aide financière. Mais ça, clairement, sur le terrain, une entreprise n'embauchera pas une personne en situation de handicap parce qu'elle a une prime de 1 000 euros ou 2 000 euros. Elle, ce qui va l'intéresser, ce sont les compétences d'abord. Mais par contre, c'est vrai que ça fera toujours la différence parce qu'il y a le suivi du salarié pendant sa vie dans l'entreprise. Et donc, le statut de travailleur handicapé permet d'avoir des aides tout au long de la vie professionnelle. Donc, je ne peux qu'inciter à faire ces démarches de reconnaissance. Par exemple, en interne, du coup, au sein de notre entreprise, nous avons une mission handicap pour les permanents, bien sûr. Et là, récemment, il y a une campagne encore de rappel dans les courriers de paye, juste pour dire, écoutez, voilà, des cours, vous le savez, on est engagé, on en parle avec nos clients, donc en interne également. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire votre démarche de reconnaissance, parlez-en avec nous, et puis on peut accompagner nos salariés dans ce cadre. Peut-être qu'il y a des questions ? Oui, c'est vrai. C'est un des seuls cas de discrimination positive légale qui existe en France, finalement. C'est-à-dire que, il y a la parité aussi. Il y a la parité aussi. Oui, bien sûr. Non, mais on est d'accord, il y a la parité. C'est des seuils légaux qui ont été mis en place en 87, je crois, pour les entreprises. C'est ça, c'est 87, c'est la loi de 87 qui oblige à 6%. La question des quotas, elle se discute toujours. On en a parlé ensemble sur la parité. C'est toujours un aveu d'échec, quelque part, mais c'est aussi des leviers. Et là, ça montrait bien que puisqu'ils ne sont toujours pas effectivement atteints dans beaucoup d'entreprises, ça montre bien que le chemin était long et qu'il a fallu ces leviers-là aussi pour essayer de faire bouger les choses. Juste sur la RQTH, peut-être rappeler que c'est une démarche individuelle, totalement personnelle, qu'elle se fait avec les maisons départementales des personnes handicapées et qu'après, je dirais qu'on en fait ce qu'on en veut. Ça permet effectivement d'obtenir, par exemple, de l'aide pour acheter un équipement, ça permet effectivement aux entreprises de bénéficier de subventions pour aménager des postes, mais c'est la personne qui reçoit cette décision. Et puis elle en fait, elle le dit si elle le veut. Enfin voilà, moi j'ai travaillé pas mal avec des intérimaires qui, selon les situations, on va dire, disaient ou ne disaient pas. Bien sûr. Là sur cette question de savoir, est-ce qu'il faut dire si on est en situation de handicap ? Avec ADECO, oui, il faut le dire. Nous, on incite. Mais en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le handicap. Ce sont les restrictions médicales, les restrictions au poste de travail. Quelle incidence, finalement, la situation de handicap a pour ce candidat lorsqu'il va être sur son poste de travail ? Après, le handicap que la personne a, on n'a pas à le savoir, on s'en fiche. Si elle veut nous en parler, elle le fait. Il y a des personnes qui sont tout à fait à l'aise et qui peuvent le faire. Mais nous, ce qui nous intéressera d'abord, c'est quelles sont vos compétences et ensuite les restrictions. Et d'ailleurs, dans mon discours auprès de nos équipes, je demande à ce que ces questions soient posées à 100% des candidats. Quand vous avez 85% des handicaps qui sont invisibles, vous n'allez pas vous dire, alors, cette personne-là, je la verrais bien handicapée. Tiens, je lui pose la question. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que pour tous les candidats, il faut poser la question des restrictions parce que peut-être qu'un candidat est en situation de handicap ne veut pas nous le dire. Peut-être qu'une personne n'est pas en situation de handicap, il y a quand même des restrictions. Donc il faut se poser cette question-là à chaque fois. Et donc, ensuite, derrière, pour nous, pour présenter une candidature auprès d'un client, si on sait qu'on s'appuie auprès quand on va présenter la candidature, on sait qu'on peut s'appuyer sur une organisation en interne, avec un référent handicap. On y va les yeux fermés, parce qu'on sait qu'on va pouvoir avoir un appui en interne. Si on n'a pas cette structure, mais qu'on a face à nous une personne qui est ouverte, on va y aller. Vous avez plein d'entreprises, des petites entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation légale et pourtant qui embauchent énormément de personnes en situation de handicap, tout simplement parce qu'elles y voient leur intérêt. Après, si nous, on sait très bien que notre interlocuteur face à nous, il est réticent et il a des freins, on ne va peut-être pas forcément en parler tout de suite.
Ce sera peut-être dans un deuxième temps, une fois que notre intérimaire aura pu prouver qu'il a les compétences et que notre client a satisfaction. Donc, je dirais qu'il n'y a pas une règle. Quand on est une personne en situation de handicap, il y a également beaucoup la manière dont on appréhende soi-même son handicap. Ça, c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup. On l'a vu, hein, la question de la responsabilité sociale de l'entreprise, des entreprises, c'est très large. Je pense que c'est aussi des questions que vous devez vous poser, vous, en tant que futur jeune diplômé, dans quel type de structure vous voulez travailler. C'est des enjeux de communication, certes, mais c'est aussi des enjeux en interne. C'est comment on va être accueilli en entreprise, comment la question du bien-être en entreprise ou dans les structures de travail, elle est prise en compte. On l'a vu, il y a des choses qui se font dans les grandes entreprises, mais aussi dans les plus petites structures. Donc c'est vraiment des questions que vous serez amené à vous poser quand vous serez sur le marché de l'emploi. C'est pour ça qu'on a aussi souhaité développer cette question. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques sur ce qui vient d'être dit que vous vouliez approfondir. Moi, j'en aurais une, en fait. Là, moi, je suis ravi qu'il y ait ce type d'actions qui sont engagées d'une manière générale sur la RSE. Puis moi, ça me permet un peu de parler du handicap, forcément. Et c'est vrai que, je disais tout à l'heure, tout le monde peut être confronté à soi-même à une situation de handicap. Il y a de fortes chances que vous soyez vous-même confronté à des collègues en situation de handicap plus tard. Donc, un des principaux freins également qu'on peut rencontrer à l'emploi des personnes en situation de handicap, ça va être l'intégration au poste de travail. Vous allez avoir une personne qui est tout à fait engagée dans l'entreprise, et puis arriver sur son poste de travail, vous allez avoir des collègues qui ne vont pas faire ce qu'il faut pour l'intégrer correctement. Donc, ça passe par chacun d'entre nous également. Et le handicap, ça fait peur. Ça nous renvoie à nos propres peurs. Alors, quand c'est un handicap visible, ça fait très peur, ou pour certains, ça fait... des phénomènes de dégoût. Il y a plein de personnes qui ont des réactions très 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 différentes sur le handicap. Donc, encore une fois, ça passe par chacun d'entre nous, cette dimension. Puisqu'on parle handicap, j'en profite pour vous inviter à Bourges. On est bienvenue jusqu'à Orléans. Alors, pas les étudiants parce qu'ils sont déjà invités, convoqués. Mais ce sera le 14 décembre après-midi. On va recevoir Bachir Keroumi, qui est économiste à la mairie de Paris, qui a créé un centre de formation informatique pour voyants et non-voyants, qui est lui-même non-voyant, qui est également sportif de haut niveau, parce qu'il doit être ceinture noire de judo, je crois, et qui a fait sa thèse sur les problèmes de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et qui nous parlera des défis du management justement par rapport à ça. Donc voilà, le 14 décembre, à Bourges, c'est pas très loin, hein. On met pas très longtemps pour venir, vers 15h dans l'amphithéâtre. Bachir Keroumi. Merci beaucoup. Moi, je ne parle pas s'il n'y a pas plus de questions. Normalement, il y a des volontaires, généralement. De toute façon, si vous leur dites qu'ils ne partent pas, on va en avoir des questions. Voilà. Il y a déjà quelqu'un qui s'en va pour ne pas rester prisonnier. Pour ne pas avoir à poser de questions. Allez, des questions. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour Anna. rester silencieux. Anna. Bonjour. Non, moi c'est pas vraiment une question, c'est vraiment une réflexion. C'est juste que, bon, après c'est peut-être personnel, mais moi j'ai énormément de mal avec l'argent que prend la place que prend l'argent en fait chez nous. Et du coup j'ai l'impression, enfin chez nous, chez les entreprises, mais du coup c'est vrai que ça me gêne. En fait je suis persuadée que la clé de tout c'est la communication, donc c'est sensibiliser les personnes. Et du coup c'est vrai que devoir mettre l'argent en jeu, enfin, je trouve ça vachement, ça me perturbe, en fait ça me gêne énormément. Et du coup je suis sûre, parce qu'on est quand même, on est tous capables en fait de comprendre et d'entendre ce qu'on nous dit et d'être sensibilisés à des choses, donc je suis sûre que si on arrive à parler et à trouver juste les bons mots, les bonnes formules, on n'est pas obligé de mettre des lois pour obliger ou des contributions, c'est ça, voilà. Sur votre question et puis celle que vous posiez tout à l'heure, c'est vrai que ça peut paraître absurde de devoir donner comme ça des repères. Au tout début, tout à l'heure je vous parlais de M. Gendron que j'avais rencontré, il a commencé à travailler une trentaine d'années, donc il y a eu la loi de 87, il y avait une première loi, mais on va dire 87, c'était une des lois fondatrices, et donc jusqu'à 2005, je pense que
pouvoir dire que dans notre secteur d'activité, en tout cas, on était quasiment les seuls à vraiment s'intéresser au sujet et à porter le sujet. Je peux vous garantir que depuis 2005, on a plein de nos concurrents qui s'en occupent, parce que beaucoup d'entreprises se sont dit, là, ça va commencer vraiment à faire cher. Juste une réflexion là, en venant tout à l'heure, j'écoutais à la radio une actualité là toute fraîche avec la perspective d'interdire dans le cinéma français toute personne en train de fumer. Au motif que ça pourrait être incitatif pour les jeunes que de voir au cinéma des acteurs en train de fumer. Donc gros débat évidemment. Donc en quoi effectivement l'interdiction de fumer dans le cinéma, donc c'est la ministre, alors je suis désolée, je ne sais plus laquelle, hein, qui propose ça. Donc gros sujet, est-ce que ce sera un levier finalement de changement des comportements si demain dans le cinéma on ne voyait plus d'acteurs en train de fumer? Je vous laisse méditer là-dessus, en sachant que le paquet de cigarettes est à plus de 7 € aujourd'hui. Donc là, logique économique. Alors, il existe quand même des sociétés traditionnelles basées sur le troc. Hein, donc, et là, il faut faire anthropologie ou ethnologie en formation. Ouais. Alors, juste quand même pour aller dans le sens d'Anna, et pour, je suis désolée, mais je pense effectivement que du coup, ça génère des dérives. C'est peut-être quelque chose qui est un levier. C'est évidemment un levier pour les entreprises. On est quand même dans une société assez cynique. C'est dommage, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Simplement, ça encourage aussi des pratiques très déviantes, notamment des entreprises qui achètent leur participation sociale. C'est-à-dire, une fois l'an, elles demandent à un ESAT de facturer tant d'heures, qu'il y ait eu les gens ou pas. Ça, on trouvera toujours des directeurs d'ESAT pour le dire. Hein. Donc voilà, ça provoque aussi ça. Oui. Bon, attends. Juste pour répondre. Alors, évidemment, on aimerait que les gens soient naturellement sensibles aux questions humanistes, mais parfois, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai eu l'occasion, par exemple, de travailler sur la question du sida en Afrique, et on voulait que la Banque mondiale s'y intéresse. La Banque mondiale, on travaille sur la question des discriminations en général, mais aussi du sida. La Banque mondiale disait, moi je suis là pour faire de l'argent. Vous voyez, on ne peut pas attendre d'autre chose de la Banque mondiale. Mais si vous expliquez à la Banque mondiale que les discriminations renforcent le sida, et que le sida renforce la pauvreté, et que la pauvreté empêche le développement, bien entendu, là, ils comprennent. Alors, les discriminations, si par exemple vous dites on pénalise l'homosexualité, il y a un certain nombre de pays d'Afrique où c'est le cas, et même on oblige les médecins à signaler les patients homosexuels qu'ils auraient. Aucun homosexuel n'ira se faire dépister, bien entendu. Si vous avez aussi des discriminations qui pèsent sur les femmes, dans le domaine de l'emploi, eh bien, la médecine du travail n'existe pas, ou très peu, etc. Bref, toutes ces discriminations ont un poids considérable sur le sida. En fait, ça multiplie le développement du sida. Et du coup, eh bien, le sida tue les gens et quand les gens sont morts, ils ne travaillent pas. Bon. Alors c'est ça qu'il faut expliquer simplement à la Banque mondiale. Et du coup, la Banque mondiale, qui ne s'était jamais intéressée aux questions de discrimination, s'est dit, en fait, on a besoin que les gens ne soient pas discriminés pour qu'ils soient vivants, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils enrichissent, qu'ils apportent de l'argent. Vous voyez, donc c'est dommage qu'il faille ce genre de démonstration, mais on est obligé. Et par exemple, dans toutes les politiques de développement qui sont faites dans le monde, eh bien, on utilise beaucoup ces argumentaires. Par exemple, les femmes. On parle souvent des 30 glorieuses après 45. Mais les 30 glorieuses sont glorieuses parce que les femmes, non pas sont entrées sur le marché de l'emploi, les femmes ont toujours travaillé. Simplement, elles faisaient un travail non rémunéré et non valorisant. Et donc, si les femmes n'ont pas le droit d'entrer sur le marché du travail, eh bien, ce n'est pas avec le repassage que vous allez augmenter le PIB des pays. Pourtant, c'est du travail. Alors, les femmes ont conquis ces droits. Ces droits, ce n'est pas des droits qui ont été donnés. Elles ont conquis ces droits et elles ont pu entrer sur le marché du travail en force. Et les 30 glorieuses sont devenues glorieuses parce qu'il y a une main-d'œuvre qualifiée qui est entrée sur le monde du travail rémunéré parce qu'elle travaillait déjà. Et c'est cela, en fait. Voyez donc... vraiment, toutes les entreprises financières, la Banque mondiale, le PNUD, hein, le Programme des Nations Unies pour le développement, a très bien compris qu'il fallait utiliser ces argumentaires économiques dans le monde entier. Lorsque des dirigeants ne s'intéressent pas beaucoup aux valeurs humaines, mais qui s'intéressent au PIB, eh bien, il faut employer ces arguments. Il faut faire flèche de tout bois. Donc c'est désolant, mais c'est un moindre mal. Et si on y arrive comme ça, ma foi, c'est pas plus mal. Je vais dans ton sens, mais en même temps, je vais un peu m'opposer aussi. C'est effectivement, il y a un cas notoire en plus, c'est quasiment un cas d'école de l'effet destructeur des discriminations. C'est ce qui s'est passé avec l'Afrique du Sud. En fait, l'Afrique du Sud a abandonné l'apartheid.
peut-être pour des raisons humanistes, mais en fait parce que ça leur coûtait trop cher, vraiment trop cher, parce qu'il y avait des quotas pour les blancs, pour certains types d'emplois, et le patronat sud-africain voulait absolument faire sauter l'apartheid parce qu'on a des noirs qualifiés qui pourraient faire le même boulot pour moins cher. Donc ça, on a créé une rente en fait pour les blancs, les petits blancs qui étaient les plus opposés évidemment à la sortie de l'apartheid. La grande bourgeoisie afrikaneur n'avait rien à faire de faire sauter, et c'est elle qui a fait sauter l'apartheid. Et l'autre remarque, oui, bon, pour la vaste question de l'argent, alors là, j'en fais toute une partie dans mon cours là-dessus, sur les travaux qui ont été faits, sur l'IDH, et sur les indicateurs de développement humain, sur des tas et sur les indicateurs de bien-être aussi, et malheureusement, quand on fait une courbe, on met le PIB par tête, en pouvoir d'achat, et puis les indicateurs de développement humain et de bonheur, on a une courbe en fait qui est très classique, qui est une courbe asymptotique, et qui produit. Alors, elle progresse très très vite, c'est-à-dire que des gens très pauvres ont des augmentations considérables de leur développement avec des gains très marginaux de PIB par tête, mais malheureusement, effectivement, les pays des gens heureux, évidemment, c'est les pays nordiques, où ils ont tous les indicateurs, y compris l'empreinte environnementale, ça se discute, mais en tout cas, en termes sociaux, égalitaires, alors, question gender studies, question genre, on n'en parle même pas. Donc là, ils sont hyper top, mais ils sont quand même tout en haut de l'échelle des revenus. Et malheureusement, l'argent fait le bonheur dans une grande mesure. Finalement, c'est le développement économique qui va initier la suite, et pas l'inverse. Enfin, bon, c'est un point de vue un peu cash d'économiste. Mais bon, et d'autre part, oui, il y a un autre truc, mais ça, je vous renvoie à... Il y a un ouvrage d'une socio-économiste qui s'appelle Maya Bovalet, qui s'appelle Les stratégies absurdes, et elle développe beaucoup cette idée-là. Je vous donne juste un des paradoxes qu'elle développe. C'était sur le problème de l'opposition entre les motivations économiques et non économiques. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis dans des crèches, où en fait, il y avait un système de... Donc, dans une crèche, on rend les enfants, on doit rendre les enfants à l'heure, et évidemment, il y a toujours des gens qui vont les chercher, qui vont les chercher plus tôt, qui vont les chercher plus tard. Donc, évidemment, la crèche est obligée de garder les enfants, et puis, bon, on ne va pas les foutre à la rue. Hein. Donc, ça pose une contrainte importante. Il y a toujours des gens qui sont systématiquement en retard, comme moi, par exemple, comme aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui sont toujours en retard. Et donc, un jour, aux États-Unis, ils ont décidé d'imposer, ils ont dit, on va mettre une amende pour les personnes qui dépassent l'heure. Ils ont calculé le montant de l'amende afin qu'il soit légèrement inférieur au montant de l'heure de garde d'un enfant. Que croyez-vous qu'il advint ? Eh bien, il y a eu plus de gens en retard. Hein, et l'idée qui est derrière ça, c'est qu'en fait, on a un contrat implicite d'être à peu près à l'heure. En France, on est à peu près, les Méditerranéens, on va tendance à être un peu plus élastique, les Nordiques plus rigides. Donc, on essaie d'être à l'heure. Et quand on n'est pas à l'heure, quand on est en retard, on est mal à l'aise. Donc, on a un contrat moral qui est un contrat mal écrit, un contrat implicite qui est flou. Donc, tout le monde s'y conforme plus ou moins. À partir du moment où on le change en contrat écrit avec une sanction financière, eh bien en fait, on fait tomber l'impératif moral qu'on avait de respecter l'horaire. Et en fait, à ce moment-là, on peut se dire, ça coûte 10 euros, allez hop, je mets 10 euros et puis hop, je peux arriver avec une demi-heure de retard. Et donc, et ça s'applique aussi au don du sang. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les pays où le don du sang est payant, eh bien les gens donnent moins que dans les pays où c'est gratuit. Hein. Et la conclusion de tout ça, c'est de dire que le problème, c'est qu'on pourrait dire, c'est simple, il suffit d'augmenter le montant de l'amende. L'amende n'est pas assez chère. Si on met l'amende à 100 euros le quart d'heure de retard, là, on va commencer à s'y conformer. Et ça s'est vérifié aussi sur le don du sang. C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, moi, je donne mon sang gratuitement. Si on me dit, on vous file 10 euros pour donner votre sang, je dis, attendez, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Donc, par contre, à ce moment-là, j'aurai une motivation donc tout à fait non économique. Mais par contre, si on me dit que maintenant on fait passer à 100 euros ou 200 euros le don du sang, là, je commence à me dire, ma barrière morale va baisser. Dans ce cas-là, puisque je fais monter le montant de l'amende. Et il y a tout un travail des économistes qui a été fait là-dessus sur la contradiction qu'on peut avoir entre des objectifs économiques et non économiques. Juste, Aurore, juste deux mots. En fait, je crois que la RSE pour les entreprises, c'est pas tellement différent de la RSE pour nous en tant que citoyens, en fait. Et la question, c'est combien vous êtes prêts, vous, étudiants aujourd'hui, à mettre dans l'achat d'un jean, par exemple, si on prend en compte sa valeur économique, sociale et environnementale. Donc, ce qu'on appelle le coût du cycle de vie, coût complet. En fait, c'est pas différent. Les entreprises mettent le curseur en fonction de leur capacité à faire et de
peut-être de leur capacité à faire, j'entends économique, mais aussi de leur niveau de compréhension des enjeux et d'intellectualisation des enjeux au sein des équipes. Donc en fait, c'est pas tellement différent. Là, par contre, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une étude qui est sortie l'année dernière qui disait que 84% des gens étaient prêts à payer plus pour une entreprise dite socialement responsable. Donc quand on parle d'une entreprise dite socialement responsable, c'est une entreprise, par exemple, qui emploie des gens en situation de handicap ou des gens en insertion sociale et professionnelle. Donc il semblerait que demain, enfin j'espère que vous êtes dans les 95%, sinon vous êtes dans les 16%, vous êtes censé être prêt à mettre plus, donc là on parle bien d'argent, pour une entreprise qui est plus vertueuse, entre guillemets, en tout cas qui a un impact positif sur l'aspect à minima social. Voilà, petite On va vous laisser anecdote. méditer sur cette conclusion. Chacun peut se positionner. Si vous voulez poursuivre cette réflexion, on vous a donné quelques textes. Il y a la BU qui a mis des livres sur cette thématique dans ses salles de lecture. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil.